Canal FM. Bonjour. Monsieur, La ministre, bonjour. Vous venez nous apporter des bonnes nouvelles? bah, on va discuter, je sais que... C'est l'arrêt des suppressions d'emplois que vous venez annoncer aux collègues. Monsieur le ministre. De cabinet. Voilà. Très heureux de rencontrer le ministre, parce qu'on a un certain nombre de choses à vous dire quand même sur la situation de notre administration. Avec vos syndicats nationaux, je vais beaucoup sur le terrain, je rencontre toujours vos collègues de tous les syndicats d'ailleurs. Et on s'était vu il y a un an, Et jour pour jour, il y a un an, à FIV. On vous avait dit un certain nombre de choses sur la situation de notre administration. Et on ne peut pas dire que ça se soit arrangé et que les propositions, notamment dans le cadre de CAP 2022, soient... Elles ne sont pas encore connues, je les ai partagées avec le syndicat et puis après je vous ai dit moi aussi un certain nombre de choses. Je suis au courant que j'ai aussi le droit d'avoir une opinion, qu'on en discute et puis qu'on travaille ensemble. Donc, et rien n'est annoncé, je discute beaucoup avec les syndicats nationaux, j'ai encore reçu la CGT, tous les syndicats, c'était il y a 10 jours. Ça, c'est qu'on est ensemble en train de travailler. On aura l'occasion de travailler encore ensemble évidemment. Et puis voir, il y aura sans doute des désaccords. Et puis il y aura peut-être aussi des points d'accord. Je pense qu'il y aura aussi des points d'accord. Si vous vouliez l'amélioration du service public, maintenir un réseau de proximité et de qualité pour les finances publiques, on sera d'accord. Force est de constater que les premières annonces ne sont pas dans cette nature-là. On est évidemment, il n'y a pas ceux qui défendent le service public et ceux qui ne le défendent pas. Hein. Tout le monde est amoureux du service public. On peut être amoureux de façon différente. Je ne sais pas si vous l'avez constaté déjà dans votre vie. On peut avoir une façon différente de voir les choses. Moins de mobilisation, on en discute. Justement, on en discutera rapidement parce que vous savez qu'il y a une grève reconductible au centre d'encaissement de Lille depuis 2 semaines. Oui, il y a aussi une forte mobilisation. Il y a aussi une occupation qui mériterait de discuter dans un cadre républicain. On en discutera, on n'a pas de problème. Puis au bout d'un moment, il faudra qu'on ait aussi une discussion franche, effectivement. Mais moi, ça fait depuis que je suis ministre de la fonction publique et des comptes publics, partout où je me déplace, je discute à chaque fois avec les syndicats. C'est pas des discussions, c'est des actes forts sur les moyens dont peut disposer notre administration pour exercer des missions correctement. Nous on pense l'inverse. On va d'abord faire les missions et puis après on verra les moyens. Parce que jusqu'à présent, ça fait 50 ans qu'on parle d'abord des moyens. Et vous allez parler des missions là. Et bien sûr qu'on parle des missions. Alors, enlever le préalable qui est 120 000 emplois en moins dans l'ensemble de la fonction publique d'ici la fin du quinquennat, enlever ce principe-là, qui est un principe qui va régir CAP 2022. D'abord ce principe, et il a été validé par le peuple, puisque le suffrage universel et les députés ont été élus avec cette proposition. Et par ailleurs, on ne l'a pas appliqué cette année. Il n'y a pas eu de... non, c'était la continuité, et pour notamment des fermetures de trésorerie, tout ce qui avait été décidé auparavant. Mais justement, dans la suppression, il n'y a pas 120 000 divisé par 5 dans le budget que j'ai présenté cette année. Les missions vont être annoncées, discutées. Quand on supprime par exemple la taxe d'habitation, on supprime une mission du service public des impôts. Vous ne supprimez pas la gestion de la taxe d'habitation? Si, mais c'est ce qu'on va en discuter. Et après, ça ne veut pas dire qu'il faut que l'intégralité des postes qui sont occupés n'existe plus. Il y a peut-être d'autres moyens de renforcement effectivement des quand il y a des besoins, notamment sur le contrôle fiscal, il y a un certain nombre de sujets qui sont aujourd'hui de véritables friches. Vous avez tout à fait raison. Et c'est même la CGT de la DGFiP a salué le projet de loi de fraude fiscale que j'ai présenté. Donc vous voyez, on peut parfois être d'accord. Oui. Voilà. J'ai lu votre acte avec attention. Sans doute sur ce point-là, qu'il y avait des avancées. Je n'ai pas encore pris ma carte, vous n'avez pas encore soutenu le gouvernement, mais on avance. On verra à l'issue de la rencontre si on peut soutenir quelque chose aujourd'hui. Avec grand plaisir et puis bon courage à vous. Et je sais que vous avez été accueillis aussi par les collègues d'AVM sur Helpe parce que c'est un site, comme on l'a dit, assez symbolique de l'état de notre administration. Un service des impôts des entreprises qui a fermé il y a 2 ans, un service des impôts des particuliers qui est en très grande difficulté. Il y a 3 collègues qui ne sont même plus en capacité de gérer la taxation des déclarations qui ont été déposées jusqu'à la semaine dernière. Ils sont obligés d'être transférés dans d'autres services du département. Un service de publicité foncière qui est en grande difficulté aussi, avec des projets de concentration sur un seul service par département. Donc voilà, je pense qu'ils auront l'occasion de vous dire la réalité des missions, la réalité de notre administration, et ça depuis déjà quelques années. Et je pense que ça, c'est important aussi de voir ce qui s'est passé dans notre administration depuis 15 ans, notamment les moyens qui manquent de manière cruciale. Et voilà. Bon, d'abord, j'entends ce que vous dites aussi, ça fait longtemps que les choses parfois sont difficiles.
Deuxièmement, moi j'ai visité tous les sites et je ne visite pas que les sites dans les grandes préfectures. Donc, vous aurez constaté que je le fais, que j'entends tout à fait vos revendications, que je peux comprendre des contestations, qu'on peut aussi assumer des désaccords. Je comprends aussi qu'il y a parfois des difficultés, du malaise. Et puis troisièmement, j'ai dit à vos syndicats et je vous ai dit à vous-même qu'on va d'abord réfléchir aux missions, après on discutera des moyens. On aura peut-être des différences sur les missions, c'est d'ailleurs assez sain, mais d'abord on va regarder les missions du service public. Il est très important qu'il y en ait encore, bien sûr, au sein de la DGFiP qui doit être en partie renforcée, en partie modernisée. On en discute, il y a M. le directeur général des douanes qui est là. Il y a aussi une discussion à avoir dans Bercy en général, parce qu'il y a eu de la complexité, il y a eu beaucoup aussi par le législateur et par le gouvernement de création de complexité administrative, de taxes qui sont mal recouvertes. Enfin, bon, il y a plein de choses qui empêchent les choses. Il y a une fraude fiscale qu'on ne combat pas assez, c'est tout à fait vrai, qui n'est pas assez modernisée. On aura l'occasion d'en discuter et je pense que ce qui est important pour les agents du service public, et particulièrement pour la Direction générale des finances publiques, qui rend un service public que tous les Français considèrent comme très efficace, malgré les difficultés territoriales ici ou là, et ben je pense que l'immobilisme, c'est ça qui tue la DGFiP. Hein, c'est le paramétrique, le budgétaire et l'immobilisme. Donc il faut être clair. Moi j'ai toujours été sincère, on aura sans doute des différences, mais on aura l'occasion, me semble-t-il, dans les semaines qui viennent, de reparler avec les syndicats. Je l'espère, mais j'insiste sur la question des moyens parce que c'est une question cruciale. Et moi j'insiste sur la question des missions. Mais sinon, on est d'accord, mais il faut qu'on fasse un constat objectif de la situation, ce qui n'a jamais été fait. Ce qui n'a jamais été fait ces 15 dernières années. Donc soit on aborde les choses de cette manière-là, soit on continue. Et malheureusement, les premières annonces que vous avez faites autour de CAP 2022 et déclinées dans notre administration, on continue sur des suppressions et une volonté de supprimer quoi qu'il arrive. Il y aura moins d'emplois publics, et ça je vous l'ai toujours dit. Vous avez constaté, oui. Donc on ne parle pas d'émissions. On a une différence. Non, mais il y en aura moins. Mais la question d'abord, c'est de ne pas supprimer les emplois publics, c'est de regarder quelles missions on fait. On en arrêtera sans doute. Oui, pourquoi supprimer comme mission, c'est ça. Mais voilà, c'est la ou alors renforcer, renforcer certaines missions, ou les faire de façon différente. Voilà, par exemple, je prends un exemple et puis après on en rediscutera. Mais dans les collectivités locales, moi j'ai été maire, certains y travaillent. Quand on a un compte administratif et un compte de gestion, on peut peut-être se dire qu'on rend le même service public et on simplifie pour tout le monde, la vie des élus locaux, la vie des agents, de faire un compte financier unique. Vous voyez, ça c'est les missions. Faire sauter ordonnateur comptable, c'est pas obligatoirement la bonne chose à faire. Pour les grandes, c'est ce que vous voulez, pour les grandes collectivités. Vous pouvez fermer la petite collectivité, elle ne peut pas le faire. Tout à fait. Et après, nous aussi, on a un contrôle qu'on fait sur vous. Vous, vos agents propres, ils ne vont pas faire obligatoirement ce contrôle-là. Le problème, c'est le problème du contrôle derrière. Nous, on est indépendants de la mairie. Par contre, un agent territorial n'est pas indépendant de la mairie. Vous êtes d'accord? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc il y a un problème de contrôle derrière. C'est exactement ce que je dis, c'est que je pense que la séparation de l'ordonnateur et du comptable, je ne sais pas si c'est à la fin on choisira de changer cette mission, je sais qu'elle date de la Révolution française. Je pense que pour les très grandes collectivités, je pense que pour la ville de Lille, je pense que pour la métropole de Lille, je pense que pour la région ou le département, les collectivités ont des services financiers tout à fait capables de faire ce travail que fait actuellement les agents de finances. De les faire, oui. Non, mais ils sont tout à fait capables de le faire. Je pense que pour des communes à taille plus réduite, quelqu'un d'Avesnes-sur-Helpe par exemple, c'est pas ce qu'on peut demander. Au contraire, ils ont besoin dans toutes les communes rurales de conseils que vous faites de moins en moins par manque de moyens ou parce que ça c'est là. Je préfère qu'on prenne des agents dans des grandes collectivités d'État pour faire du conseil et de l'aide dans les collectivités rurales, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de contrôle pour les grandes collectivités. Il y a peut-être un moyen différent d'imaginer les choses, et la séparation de l'ordonnateur et du comptable peut se voir différente dans une commune de 200 000 habitants qu'une commune de 800. Et on peut renforcer les moyens, la question du monde rural se posera sans doute avec les élus, et ça a été posé hier soir, renforcer les moyens dans certaines parties du territoire, là où il en manque, où il y a du conseil qui est parfois beaucoup difficile, et puis se dire que voilà, c'était des choses plus intelligentes à faire lorsque les élus, notamment dans la métropole de Lille, ont choisi un mouvement de concentration. Mais ça se discute. Ce que vous dites là pourrait être cohérent, mais en même temps, vous fermez, il y a des plans de fermeture des trésoreries de milieu rural, de trésoreries de proximité, qui aident les peut-être collectivités. D'abord aujourd'hui, il y a une concertation qui est ferme par monsieur le directeur. Non, mais je ne parle pas que de localement, je parle nationalement. Il y a mais moi, je suis quelqu'un de concret, je suis un élu local, j'aime bien parler très concrètement de ce qui se passe dans un territoire comme celui-ci. Il y a une concertation qui est faite par monsieur le directeur, parce qu'il y a un mouvement de trésorerie, objectivement, qui correspond aussi à un certain nombre de difficultés ou de volonté des élus locaux, parce qu'ils choisissent de faire des nouvelles intercommunalités. Quand les élus locaux choisissent de mettre le siège dans l'interco quelque part, il n'y a pas que l'État qui peut rester. Bon, donc il faut qu'on discute avec les élus locaux.
À la fin des fins, je prendrai des décisions. Je pense qu'il y a des moyens plus intelligents de fonctionner avec les territoires. Vous savez très bien que dans une partie notamment de la vie des trésoreries, il y a des gens qui viennent dans la trésorerie lorsqu'ils ont des moments d'impôt, c'est le cas de la déclaration. Puis il y a des moments où on a moins besoin d'eux. Il y a peut-être des moments où on a plus besoin des agents des impôts au moment où on fait sa déclaration. Puis il y a des moments où on n'a peut-être pas besoin d'avoir 4-5 agents toujours présents alors qu'on a 100% de l'interco qui a été dématérialisé en document comptable. Bon voilà, donc c'est une discussion qui se fait. Franchement, le service public, il s'adapte au public, vous savez, personne. Et vous vous êtes adapté au public, donc il n'y a pas de problème. La question, s'adapter au public, c'est ce qu'il faut maintenant. Les trésoreries qui sont concernées, il y a du public qui vient. Qu'est-ce que vous faites de ces usagers? Ces usagers qui n'ont pas obligatoirement la possibilité d'aller dans d'autres trésoreries. Si on avait vu une baisse des fréquentations des centres des finances publiques, que ce soit les petits, moyens, les gros, on le dirait. Enfin, il n'y a pas de sujet. Nous, notre attachement, il est aussi de répondre aux besoins des... Il faut qu'on soit très pragmatique. Quand je suis allé dans l'Aisne il y a 3 mois, j'entends vos syndicats qui ont dit, vous avez raison, fermer une trésorerie à Saint-Simon, c'est une petite commune dans l'Aisne. Bon, donc je me suis rendu, c'était la circonscription de M. Bertrand, et je vais dans cette trésorerie. J'étais accueilli par des syndicats, aucun n'était de la trésorerie d'ailleurs, ils étaient de Saint-Quentin ou ils étaient au niveau régional. Je rentre dans cette trésorerie, il y avait 2 agents. Ces 2 agents, quand je leur demande, mais qu'est-ce que vous pensez, vous, est-ce qu'il faut vous envoyer à Saint-Quentin ou est-ce qu'il faut vous garder, je me dis, mais... bien sûr, vous avez... Ils étaient 5 il y a 5 ans. Non, mais ces 2 dames... Ils ne peuvent plus remplir leur mission. Ah oui, Si vous aviez mis les moyens... Ah oui, si vous avez mis, ça fait 1 an que je suis là, donc vous êtes gentil. Non, mais... on arrive, on défend tous ces agents, les syndicats défendent les agents. Donc moi je pose la question aux agents, parce que c'est sympathique que je pose la question aux agents. Les 2 dames disent, nous on habite Saint-Quentin, donc bon bah d'accord, très intéressant. Et puis ces 2 dames, elles considéraient en effet que lorsqu'il n'y avait pas de mouvement, de moments où on a besoin d'eux, c'est-à-dire les 3 ou 4 moments dans l'année où les gens viennent demander question sur les impôts, la taxe locale, ou les élus quand ils conditionnent leur compte administratif, ils avaient 6 visites dans la semaine. Bon. Alors ça ne veut pas dire qu'ils travaillent pas. Évidemment. Et puis non, parfois ils ont d'autres choses à faire. Ils géraient une régie, parfois ils étaient en formation, ils ne pouvaient pas prendre leur congé formation parce qu'ils devaient être présents dans le service public. Il y a une trésorerie, exactement, une trésorerie qui est fermée l'après-midi parce qu'il y a un agent qui est légitime, malade ou qui est en formation. C'est pas un bon service public. Maintenant, s'ils sont à 3 dans la trésorerie, oui, mais s'ils sont à 3, la question se pose peut-être plus. Et je suis sûr qu'il y a 2 ans, ils étaient à 3 dans cette trésorerie. Si on n'avait pas 2200 milliards de dettes, la question ne se poserait pas. Et si j'avais des excédents budgétaires comme en Allemagne, je redistribuerais de l'argent. Oui, enfin, vous avez alors si on attaque sur les choix budgétaires, je pense que vous n'allez pas rentrer tout de suite, mais il y a matière à discuter aussi. C'est intéressant, mais les choix budgétaires, c'est des choix politiques. On revient au point de départ. Voilà, mais vous êtes un syndicat, vous ne faites pas de politique. Normalement, j'ai pas tout compris. Non, vous avez raison. Rien n'empêche de faire de la politique par ailleurs. Là, on est sur... Alors, s'il n'y avait pas d'évasion fiscale, où c'est notre métier, par exemple, on aurait peut-être moins de déficit. Bien sûr. Mais comment on le combat aussi. Et là, par exemple, pour les brigades, vous supprimez des brigades. L'an dernier, vous avez supprimé des brigades. On reviendra sur la fraude fiscale, parce que je ne pense pas qu'on puisse dire que je suis mou sur cette question. Après, je ne suis pas tout à fait certain que ce soit les brigades de contrôle fiscal dans le territoire qui pourraient récupérer les 50 ou 60 milliards. Il y en a. Par là, ça commence par là. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites de façon nationale et internationale, vous le savez très bien. Et on est un peu comme les voleurs et les gendarmes, simplement les voleurs ont des voitures qui vont plus vite que nous. Donc il faut simplement qu'on modernise aussi notre service public. Et pour recruter des data scientists, par exemple, des gens qui vont nous aider à courir aussi vite que les voleurs, il faut aussi accepter qu'on embauche des gens sous contrat à la DGFiP. Parce qu'il ne faut pas le faire dans le statut forcément, mais c'est une discussion qu'on a nationalement. Il y a parfois des choses compliquées dans la vie et moi je trouve ça tout à fait normal de discuter avec les syndicats. Ça on voit avec Justine, c'est ça? Oui. Je viendrai. J'en ai des services habilités, il y en a encore plein. Au revoir. Voilà, soyez gentils avec Justine.